On y est. La course à l'espace est relancée et les objectifs sont plutôt simples. Coloniser l'espace. Et la chance que l'humanité a, c'est qu'elle a un astre plus qu'utile. Un satellite naturel lui permettant de s'entraîner encore et encore. Parce que la réalité, c'est que derrière ce projet de coloniser la Lune, l'objectif est en réalité bien plus loin. La Lune, c'est l'entraînement. La course, c'est Mars. Là où notre petite boule blanche n'est seulement qu'à 384 000 km de la Terre, Mars est 600 fois plus loin. 225 millions de kilomètres, c'est pas la porte à côté. Là, c'est un projet qui n'a rien à voir avec les missions Apollo. Tout est plus coûteux, plus perfectionné, et les nouvelles technologies se doivent d'être à la hauteur de l'ambition du projet, de l'ambition de la NASA et de l'ambition des gens qui investissent dedans. Donc avant de tester quoi que ce soit sur Mars, tout doit être testé sur la Lune avant. Comment se nourrir, comment résister aux températures extrêmes, comment boire, comment refaire le plein d'oxygène, et en général, comment survivre en dehors de la Terre. Et si j'ai parlé de course à l'espace quand j'ai introduit la vidéo, c'est pas pour rien. Même si d'un côté purement colonisateur, on n'a rien qui nous presse, du côté politique, c'est pas vraiment la même chose. Les gouvernements se font la guerre. Indirectement évidemment, mais ils se font la guerre. Le premier qui arrivera à coloniser la Lune puis à coloniser Mars aura gagné. Il aura prouvé au monde entier que c'est lui qui est sur le toit du monde technologiquement. Et ça, ça fait rêver. Et s'il y a bien un homme qui adore rêver, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, réalise toutes ses pensées les plus folles, cet homme, c'est bien Elon Musk. Avec un rêve spatial plutôt ambitieux, vous l'aurez deviné, c'est de coloniser Mars. Sauf que, évidemment, c'est pas le seul à avoir ce rêve. De l'autre côté du monde, les objectifs sont les mêmes. On a donc deux puissances spatiales majeures qui se créent dans le monde. D'un côté, la puissance spatiale américaine, composée de la NASA et des entreprises comme SpaceX ou Blue Origin, avec un gros projet, Moon to Mars. Ce programme consiste à poser l'humanité sur Mars. Ça, je pense que tout le monde l'avait. Sauf que les Américains, étant bien conscients qu'il est pour le moment impossible d'aller directement sur Mars, impossible de faire le grand saut, ont créé un autre programme, cette fois-ci un peu moins gros, inclus dans le programme Moon to Mars, le programme Artemis. C'est là un programme lunaire, donc moins ambitieux, que je me réserve de vous expliquer pour le moment. On y reviendra. De l'autre côté du globe, en Chine, on a à peu près les deux équivalents. Le programme Chang'e, qui est dans la même idée que le programme Artemis, inclus dans le programme Tianwen, l'équivalent de Moon to Mars. On a donc là une belle série de programmes des deux côtés, avec des stratégies qui paraissent plutôt similaires mais qui ont en réalité pas mal de différences. Notre objectif sera alors plus de comprendre dans un premier temps les programmes lunaires, avec toutes les nouvelles technologies qu'ils impliquent, pour dans un second temps s'intéresser aux programmes martiens, qui seront un peu une mise en application de tout ce qui aura été vu sur les programmes lunaires, mais évidemment sur une durée plus longue, avec toutes les contraintes poussées à l'extrême. Bon, je sais que c'est pour le moment un peu flou, on y reviendra. Pour le moment, on va plus s'intéresser aux programmes lunaires des deux camps. Donc pour éviter de s'intéresser aux deux et que la vidéo dure 2 heures, on va prendre le programme américain Artemis. Mais retenez bien que ce que je vais dire pour le programme Artemis s'applique aussi pour le programme Chang'e. Le principe même du programme Artemis, c'est de construire une base lunaire semi-permanente au début, puis permanente. La particularité de ce programme, qui je pense va vous surprendre, c'est qu'il est censé se terminer avant 2030. Et 2030, c'est vraiment proche. Ils ont moins de 6 ans. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas pour autant impossible. En fait, la réalité, c'est que c'est même pas une question de possible ou de impossible. Les Américains se doivent de le faire avant 2030. La raison, c'est que du côté chinois, ça avance extrêmement vite. Rien qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, très récemment, les Chinois ont réussi à ramener des échantillons de la face cachée de la Lune. Hormis le fait que c'est une première mondiale, là où c'est réellement intéressant, c'est que qui dit maîtriser le retour d'échantillons depuis la Lune, dit maîtriser la totalité de ce qui est nécessaire technologiquement pour effectuer un vol habité, qui consiste globalement à décoller depuis la Terre, se placer en orbite autour de la Lune, atterrir à un endroit très précis pour avoir le meilleur échantillon possible, récupérer l'échantillon, redécoller depuis la Lune et se remettre en orbite autour, rejoindre le vaisseau resté en orbite et s'assembler pour ne plus avoir qu'un seul vaisseau, revenir sur Terre et survivre à la réentrée atmosphérique pour pouvoir analyser l'échantillon. C'est compliqué, mais c'est bien le plan, et les Américains ont déjà réussi à le faire. Pour les missions Apollo, il y a bien tout ce processus qui a été effectué. Alors, quelle est la différence? Pourquoi ils y seraient arrivés avant plusieurs fois et ils n'y arriveraient plus maintenant? Déjà, la Chine l'avait jamais fait, donc c'est une première pour eux. Mais pour les Américains, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas fait. La dernière fois qu'ils ont emmené des hommes sur la Lune remonte en 1972. Et quand tu pratiques pas l'une des choses les plus complexes que l'humanité a mis des décennies à réussir, tu sais moins bien le faire. Que tu sois la plus grande puissance mondiale n'y change absolument rien. Surtout que là, l'objectif n'est pas de refaire les missions Apollo, mais d'aller bien plus loin. Le but, c'est d'établir une base sur la Lune. Donc on a tout naturellement un tas de contraintes en plus. Je vous les affiche ici et il faudra toutes les explorer une par une, avec leurs solutions respectives pour qu'on puisse ne serait-ce que penser à un potentiel voyage martien. Donc on y va et on va commencer par le décollage de la fusée.
S'il y a bien une chose qui change complètement entre le programme Artemis et le programme Apollo, c'est ce qu'on met dans la fusée. La base lunaire, il faut bien l'amener. On peut certes se servir des ressources présentes sur place, mais ça suffira jamais. Donc le poids des fusées avec tout ce qu'elles apportent n'a juste rien à voir. Les fusées sont beaucoup plus grosses et nécessitent beaucoup plus de carburant. En comparaison avec les missions Apollo, l'atterrisseur qui se posait sur la Lune faisait moins de 10 mètres de haut. Pour le programme Artemis, le Starship, qui est donc le nouvel atterrisseur développé par SpaceX, en fait 50 mètres. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça demande comme énergie de réussir à faire décoller un immeuble de 50 mètres de haut de la Terre. Le premier défi à relever sera donc comment emmener un vaisseau de cette taille sur la Lune. Face à ce problème, il y a bien une solution qui a été trouvée. Laissez-moi vous introduire le ravitaillement orbital. Si on reprend l'exemple du programme Artemis, lorsque la fusée va décoller et qu'elle va arriver en orbite, elle aura plus rien, plus aucun carburant. Le principe du ravitaillement orbital, c'est de créer en quelque sorte différents points de ravitaillement qui permettront au vaisseau de recharger ses réserves en orbite et de repartir. Les points de ravitaillement seront des vaisseaux conçus uniquement pour ça, qui feront des allers-retours depuis la Terre pour reprendre du carburant et repartir le donner à la fusée. Ils peuvent le faire car ce sont des vaisseaux qui ont la capacité de réatterrir sur Terre. Pour vous donner un ordre d'idée, il faudrait une dizaine de gros ravitaillements orbitaux pour aller sur la Lune et avoir un peu de marge. Cette technologie, elle est vraiment indispensable pour aller un minimum loin dans l'espace. Même pour des atterrisseurs plus petits que le Starship, le ravitaillement sera obligatoirement nécessaire. Ok, bon. On a maintenant réglé le premier point. Le deuxième sera donc cette fois-ci d'arriver à se placer en orbite autour de la Lune. Cette étape, c'est une des choses qu'on arrive plutôt bien à faire. Ça a déjà été fait plusieurs fois. Ce qui est réellement compliqué ici, c'est d'arriver à ralentir au bon moment pour être capturé par l'orbite lunaire. Si jamais le vaisseau freine trop ou n'a pas la bonne trajectoire, il va finir capturé par la gravité lunaire et pourrait potentiellement s'écraser. S'il freine pas assez, il va juste continuer son chemin et ne va pas entrer en orbite. C'est tout. C'est donc pas le plus compliqué. La troisième étape maintenant sera donc d'atterrir sur la Lune. Et l'une des particularités du Starship, qui est donc l'atterrisseur conçu pour se poser sur la Lune, c'est qu'il n'a pas de système de secours. Ça devrait pas trop vous étonner si vous connaissez un peu Elon Musk et l'excès de confiance qu'il a en ses produits, mais voilà, il n'a pas de système de secours. Sauf que la NASA, étant un peu plus sensée et refusant catégoriquement de mettre la vie humaine dans un atterrisseur n'ayant pas de système de secours, a donc modifié ses plans pour sécuriser les personnes qui feront partie du programme et pour quand même utiliser le Starship, car il est en réalité presque irremplaçable. Le plan consistera donc à envoyer l'équipage dans une autre fusée qui s'appelle le SLS et envoyer le Starship séparément. Les deux pourront se donner rendez-vous en orbite autour de la Lune et l'équipage fera donc le transfert pour ensuite atterrir avec le Starship sur le sol lunaire. C'est donc quelque chose de plutôt complexe. Mais le réel défi ici, c'est pas l'atterrissage en lui-même, non. Ce qui va être réellement très compliqué ici, c'est d'atterrir à l'endroit voulu. Parce que contrairement aux missions Apollo, là, il y a un cratère très précis qui doit être visé. Et ce qui est pratique pour un atterrissage sur la Lune, c'est que chaque cratère a ses propres caractéristiques. Il sera toujours possible de savoir où on se situe. Donc tout naturellement, la méthode utilisée pour atterrir sur ce cratère précisément consistera en une sorte de reconnaissance du sol lunaire pour exactement identifier la position actuelle de l'atterrisseur et le faire atterrir dans ce cratère. Pour vous donner un ordre d'idée, ils ont moins d'une centaine de mètres de marge d'erreur. La raison, c'est qu'une récente mission indienne a découvert de l'eau sur la Lune. On reviendra après sur les différentes utilisations de cette eau, mais il y aurait à ce cratère précisément potentiellement de la glace intacte depuis des milliards d'années. Ce qui est déjà pas mal, mais le réel avantage ici serait que ce cratère serait potentiellement un pic de lumière éternelle. En gros, c'est un endroit où la lumière est présente constamment. Parce que si vous le saviez pas, l'une des particularités de la Lune, c'est que son cycle jour-nuit dure 14 jours. Donc 14 jours au soleil, puis 14 jours à l'ombre. Sans compter le fait que 14 jours sans soleil, c'est vachement déprimant. Si on veut placer un panneau solaire en pic de lumière éternelle, ça assurerait en continu de l'énergie et je vous laisse imaginer à quel point c'est indispensable. Et le fait qu'il y ait un cratère avec tous ses avantages, le fait qu'il y en ait un aussi parfait, c'est ça qui nourrit réellement la course entre les États-Unis et la Chine. Celui qui arrivera en premier plantera son drapeau sur ce cratère précisément et dira à l'autre de dégager sous prétexte que c'est lui qui est arrivé le premier. Donc on passe maintenant à la suite, et cette partie c'est de loin la plus intéressante car c'est elle qui englobe la totalité de ce qui se passera sur la Lune. Des modules lunaires à la survie de l'équipage, c'est maintenant que le réel entraînement commence. Déjà, il y aura deux types de bases. Une en orbite qui s'appellera la Gateway. Ce sera un peu comme un point de rendez-vous en orbite et ça aura à peu près la même tête que l'ISS. Ça servira à prévenir des potentiels accidents au sol. Et donc le deuxième type de base sera au sol, composé de modules lunaires. Pour les modules, il y a plusieurs solutions possibles. Mais ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que l'objectif est de faire le plus résistant possible, mais le moins spacieux et lourd possible dans le vaisseau. C'est donc des conditions un peu opposées, mais il y a bien plusieurs possibilités qui le permettraient.
La première serait l'utilisation de modules gonflables. Je sais que ça paraît un peu enfantin, mais l'avantage du gonflable, c'est que ça peut facilement s'adapter aux conditions lunaires. Je vous le rappelle, mais la Lune n'ayant pas d'atmosphère, elle se fait bombarder en continu par des mini-météorites. Comme les modules gonflables seraient plus souples, ils résisteraient naturellement mieux à ce genre d'environnement, sans compter que niveau poids et place, ce serait évidemment idéal dans la fusée. La deuxième solution quant à elle serait de directement renverser le Starship. Quand on y pense, pourquoi s'embêter à ramener des modules dans la fusée quand la fusée elle-même pourrait faire un module immense de 50 mètres de long et qui ne rajouterait donc aucun poids et aucune place. Sauf que évidemment, il y a un petit problème à cette méthode. Je sais pas si vous le savez, mais il y a énormément de radiations sur la Lune. Les radiations, c'est quoi? C'est des sortes de mini-vagues d'énergie invisibles qu'il y a dans l'espace et qui sont nocives pour les humains. Sur Terre, on a notre atmosphère qui nous en protège, comme par exemple la couche d'ozone, mais la Lune, elle, n'a aucune protection. La solution qui a été trouvée serait de recouvrir le Starship par de la régolithe lunaire. Le problème des radiations en serait en grande partie réglé, mais ce serait pas sans conséquences. La particularité du régolithe lunaire, c'est que c'est une particule ultra fine, un peu comme de la farine ou du sable, mais en encore plus fin. Cette régolithe, elle recouvre toute la surface de la Lune. Donc en gros, imaginez que la Lune est un astre rempli de farine. Le problème qui en découle directement, c'est que ce genre de particules s'infiltre partout, dans tous les recoins. Imaginez alors un instant que de la régolithe s'infiltre dans une technologie aussi complexe et unique que celle du Starship. Ça causerait forcément des problèmes. C'est aussi possible que ce soit les combinaisons spatiales elles-mêmes qui la porteraient à l'intérieur des modules. Cette fois-ci, la solution serait alors que les combinaisons restent à l'extérieur des modules. Comme ici, en s'accrochant depuis l'extérieur du module, pour que la personne sorte par l'arrière de la combinaison et éviter de faire rentrer du régolithe. Ok, on a maintenant nos modules lunaires théoriques. La prochaine chose indispensable sur laquelle on devra se pencher, c'est l'énergie. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais dû à la présence de pics de lumière éternelle, on a la possibilité de placer des panneaux solaires à ces endroits. Et ce qui va sûrement vous surprendre, comme ça m'a surpris quand je l'ai appris, c'est qu'il est possible d'en fabriquer uniquement avec les matériaux présents sur la Lune. Et le pire, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller en profondeur. Dans le régolithe lunaire, sur la farine de la Lune dont on a parlé juste avant, on peut y trouver de l'aluminium, du silicium et du fer. L'entreprise Blue Origin, qui est, je vous le rappelle, aussi en lien avec le programme Artemis, a réussi à créer des panneaux solaires en utilisant uniquement ces ressources. Et ça, ça change tout. Il est maintenant possible de créer de l'énergie sur la Lune indépendamment de la Terre grâce aux ressources lunaires. Et petit spoil, ce sera le même principe sur Mars. Sauf que là, on est sur la Lune, loin de la Terre, et on ne peut pas se permettre d'avoir seulement une source d'énergie viable. Les personnes travaillant pour le programme, le savant évidemment bien mieux que nous, ont donc créé une autre source d'énergie. Voici le Kilopower. C'est un mini-réacteur nucléaire qui pourrait fournir de l'énergie pendant 10 ans sans entretien. Le défi ici, c'est évidemment de le miniaturiser le plus possible, car il sera équipé sur une fusée et lancé sur la Lune. Et même si peut-être pour certains ça paraît un peu fou d'emmener un réacteur nucléaire dans l'espace, il y a un mini-réacteur nucléaire qui a été développé qui s'appelle Krusty et qui donne une idée globale de ce que sera le Kilopower, malgré le fait qu'il sera un peu plus grand et surtout plus sécurisé. On commence à débloquer pas mal de choses, même si je vais faire une petite parenthèse sur qu'est-ce que ça donnerait Internet sur la Lune. C'est pas obligatoire, mais je trouve ça important. Déjà, si les personnes sur la Lune voudraient se connecter sur le réseau présent sur Terre, il y aurait un délai, qui est pas énorme et qu'on peut d'ailleurs facilement calculer nous-mêmes. On prend la distance Terre-Lune, on divise par la vitesse de la lumière, et on fait x2 car l'information doit faire un aller-retour pour revenir sur la Lune. 2,56 secondes. C'est pas mal, mais ça équivaut à 2562 pings dans le meilleur des cas. Sauf que pour les personnes présentes sur la Lune, c'est pas idéal, et sur Mars, ça marchera même pas. La Chine a donc déjà prévu le coup et a envoyé des satellites de télécommunication pour réduire ce délai, et éviter que le signal fasse un aller-retour sur Terre. Bon, c'était une petite parenthèse qui n'était pas obligatoire pour la Lune, mais pour Mars, ça aura son importance. La prochaine, et quasiment la dernière chose à débloquer, c'est tous les besoins de survie de l'équipage. Ça concerne l'eau, la nourriture et l'oxygène. Parce que contrairement à une ISS à 400 km de la Terre, constamment approvisionnée en toutes ces choses, sur la Lune, sans compter le fait qu'on est 1000 fois plus loin, le but ici c'est vraiment de faire quelque chose d'autonome le plus possible. Et ça, ça passe forcément par arriver à produire de l'eau, de la nourriture et de l'oxygène directement sur la Lune. Pour l'oxygène, je vous ai parlé tout à l'heure de la découverte d'eau sur la Lune. On prend sa formule, donc H2O, et on y voit de l'oxygène. L'objectif ici est donc d'arriver à extraire cette molécule d'oxygène et d'en prendre deux comme ça pour faire du dioxygène. La méthode utilisée ici s'appelle l'électrolyse. Concrètement, c'est quoi? Ça consiste à envoyer de l'électricité dans une molécule pour en séparer les éléments qu'on veut. Par exemple, pour faire du dioxygène, on peut en faire avec des choses contenant de l'oxygène, comme évidemment de l'eau, mais aussi de la régolithe lunaire. On extrait, on regroupe et on a ce qu'on veut. Ce que je vous dis là, c'est évidemment une simplification extrême, mais c'est bien le principe.
On passe maintenant à la production de nourriture, et l'une des méthodes utilisées s'appelle l'aquaponie. Elle consiste en gros à créer un écosystème fermé entre des poissons et des plantes dans l'eau. Ces plantes, il en faut deux types. Le premier comestible par les poissons et le second comestible par l'homme. Ce qui va se passer, c'est que des poissons vont produire des déchets organiques qui vont être transformés en nutriments par des bactéries pour les plantes. Ces plantes vont ensuite absorber ces nutriments, grandir, et ce qui sera comestible par les poissons sera mangé par les poissons, et ce qui sera comestible par l'homme sera mangé par l'homme. Il faudra juste au moins filtrer l'eau, car s'il y a trop de déchets, les poissons pourraient en mourir. Cette méthode, elle permettrait d'avoir des végétaux à manger, mais aussi du poisson pour l'équipage, et c'est en soi tout ce qu'il faut. Et on arrive maintenant à la fin, la 5, 6 et 7e étape que je regroupe car c'est en réalité plutôt les mêmes que sur un programme Apollo, les fusées n'étant plus autant chargées qu'au début de la mission et la gravité étant pas la même. Donc les astronautes auront juste à rejoindre la Gateway sur la base lunaire en orbite. Ici pas de problème de carburant car le carburant d'une fusée est créé à partir d'eau et on en a sur la Lune. On réatterrit ensuite sur Terre et on a fini le programme lunaire. Et bah là ça va être beaucoup plus simple. On s'est bien entraîné avant, donc toutes les technologies, on sait comment les faire. Maintenant ça va juste être une mise en application de tout ce qu'on a vu là-bas. Donc on peut passer au programme martien, Moon to Mars et Tianwen. Ici on pourra suivre à peu près la même procédure que pour les programmes lunaires. Donc on y va. Et je vais d'abord légèrement vous présenter la planète, car elle a une réelle histoire qui pourra nous être utile pour comprendre ce qu'on va y faire dessus. Mars, c'est une planète qui, à première vue, ressemble pas beaucoup à la Terre. Tout y est d'un orange pas très beau, elle est plus éloignée du Soleil, donc les températures sont plus vers les moins 60 degrés, et les messages mettront entre 15 et 30 minutes pour venir jusqu'à la Terre. Son atmosphère est bien moins dense que la nôtre, et en plus saturée en CO2, ce qui est évidemment irrespirable. Il y a beaucoup de radiation, comme sur la Lune, des vents pouvant aller fréquemment à plus de 200 km/h. On en reparlera après car ils ont leur importance. Bref, une planète qui n'est pas faite pour l'homme à première vue. Sauf que, je sais pas si vous le savez, mais c'est quasiment certain que Mars a déjà ressemblé à la Terre dans son passé, avec deux petites lunes qui ressemblent à rien, des océans et des lacs, des journées de presque 24 heures comme nous, et ce que ça veut dire c'est que s'il y a eu des océans, il y a de l'eau sur Mars. Peut-être pas sous forme liquide directement, mais les molécules H2O sont bien présentes. Et ça, ça change tout. Toutes les technologies concernant le carburant, l'oxygène ou même la consommation en eau qu'on a développée sur la Lune pourront être utilisées sur Mars. Donc on peut maintenant reprendre nos étapes du programme lunaire, qu'on adapte pour Mars, et on peut commencer. On part de la Terre, l'objectif c'est Mars, et on suit la même procédure. Des ravitaillements orbitaux jusqu'à la Lune pour faire totalement le plein de carburant dessus. Car je vous avais déjà dit qu'on pouvait en fabriquer là-bas, et on part pour Mars. Le voyage durera entre 6 et 9 mois. Et même si je me suis pas trop attardé sur l'état mental de l'équipage, qui devra rester coupé du monde dans un vaisseau pendant autant de temps, je vous laisse imaginer à quel point c'est dur. C'est un point tellement important que des expériences ont été faites en isolant des volontaires pendant plusieurs centaines de jours pour voir le résultat, pour voir si c'est tout de même réalisable. La prochaine étape, une fois arrivé en orbite autour de la planète, c'est de réussir à se poser exactement où on le souhaite. Contrairement au programme lunaire, il n'y a pas d'endroits précis qui ont été décidés pour la base. Mais on peut facilement se douter qu'ils choisiront les endroits avec beaucoup d'eau à proximité, si possible protégés des radiations extérieures, des zones avec de plus hautes températures comme par exemple l'équateur, mais en réalité pour nous ça n'a pas trop d'importance. On va partir du principe qu'ils ont atterri dans un endroit favorable, ils en trouveront sûrement un, c'est inutile de se rajouter encore des contraintes. On passe maintenant à tout ce qui se passera sur la planète. Et encore, ça va aller vite. Pour l'énergie donc, je vous ai parlé des panneaux solaires qui pourraient être fiables sur la Lune dû au pic de lumière éternelle. Mais sur Mars, l'atmosphère cache les rayons du soleil. Heureusement, je vous avais parlé du kilopower qui pourrait marcher dans toutes les situations, donc ici ce serait parfait. Les plus attentifs d'entre vous se posent peut-être la question des éoliennes, car j'ai dit que les vents pouvaient atteindre des vitesses comme 200 km/h. Et sauf que la particularité de ces vents, c'est qu'ils sont en ressenti comme des vents d'une quarantaine de kilomètres sur Terre. Et ça, c'est dû au fait que l'atmosphère martienne est beaucoup moins dense que celle de la Terre. Des énormes fraudes, donc l'éolienne on oublie. Avec ces énormes vents, il y a aussi généralement énormément de poussière, comme des sortes de tempêtes de sable. Et ce sable, qui est en réalité de la régolithe, s'infiltre partout, dans les combinaisons, dans la base et même dans notre propre corps, comme la régolithe lunaire. Il y a donc tout naturellement les mêmes contraintes que sur la Lune, avec des combinaisons qui restent en dehors des habitations et des modules repensés pour ce type d'environnement. Et ça tombe bien car je vous ai pas encore parlé des modules sur la planète, parce que ici, il y a une grande probabilité que les modules posés sur Mars soient dans la même idée que ceux sur la Lune. La différence ici, c'est qu'il y a aussi une possibilité qu'il y ait des modules souterrains. La raison principale, je vous l'ai déjà dit, c'est que Mars subit aussi de grosses radiations. Malgré le fait qu'elle ait une atmosphère, elle n'a pas de champ magnétique comme sur Terre. Le souterrain permettrait donc de protéger de ce qui est nocif venant de l'extérieur, comme les tempêtes de sable, la température qui serait un peu plus accueillante, une protection contre les météorites et encore pas mal de choses.
Sauf que la raison qui fait que ce sera pas utilisé dans les premières missions au moins, c'est que c'est plutôt compliqué à créer car il faut creuser. Et l'objectif c'est quand même de se rajouter le moins de contraintes possible. Donc ce sera plus en surface au début au moins. La prochaine, et déjà la dernière chose à régler, c'est évidemment la nourriture. Déjà que sur la Lune, c'était quasiment impensable de se nourrir grâce à des ravitaillements, je vous laisse même pas imaginer pour Mars. Ici, il y aurait aussi une possibilité de culture aquaponie, comme je vous l'ai présenté sur la Lune. Mais ce qui est encore plus intéressant sur Mars, c'est la composition de son sol, qui est très riche en minéraux. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de matière organique. Donc déjà, pour faire pousser la vie, ce serait compliqué, mais surtout, il contient des éléments toxiques, et qui sont aussi présents dans l'eau martienne. Pourtant, ce qui est fou, c'est qu'il a été démontré que ce serait en théorie possible de faire pousser certaines variétés de champignons directement dans les régolithes martiennes, en y ajoutant évidemment quelques petites choses pour qu'elles soient plus toxiques et qu'elles puissent faire pousser la vie. Et pour l'eau, ça fonctionnerait aussi. Et ça, je vous laisse imaginer les possibilités que ça ouvre. Je vous mets un petit récap de tout ce qu'on a vu, que ce soit sur la Lune ou sur Mars. Toutes les principales technologies ont bien été étudiées, maintenant on n'a plus qu'à attendre. On n'a plus qu'à attendre que ça se passe, plus qu'à attendre qui arrivera en premier, qui plantera son drapeau en premier et se posera sur le toit du monde technologiquement, enlevant la possibilité au camp d'en face de faire la même chose. On n'a plus qu'à attendre. Pourtant, je peux pas m'empêcher de trouver ça dommage. Je parle pas des nouvelles technologies, non, ça c'est génial. Mais je peux pas m'empêcher de trouver la compétition entre les États-Unis et la Chine dommage. Vraiment, j'arrive pas. Je fais que me demander où est-ce qu'on y serait si jamais toute l'humanité travaillait sur le même projet. Tout le monde ensemble. Les meilleurs ingénieurs, les meilleurs physiciens ensemble. Qu'est-ce que ça donnerait ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Je précise juste que je suis pas un expert dans le domaine, juste un passionné qui vous montre ce qu'il a appris. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est gratuit et ça a une vraie valeur pour moi. Tchuss.